Avant de parler de votre nouvel album qui s'appelle Un meilleur lendemain, on va d'abord dresser votre portrait sonore. Garou, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. On l'appelle Irma la voyante, elle connaît des trucs merveilleux. C'est pas dans le nouvel album. Hein. Non, ça c'est Fernandel. Parce que avant votre naissance, Garou, vos parents ont traversé le Québec sous une tempête de neige pour aller consulter une voyante. Racontez-nous pourquoi. Wow, vous avez retrouvé ça? Ouais, j'ai du mal à y croire encore. Parce qu'ils sont pas très voyageurs, puis ils sont surtout pas voyantes du tout. Donc, quand ils m'ont raconté cette histoire-là, je suis tombé des nues, j'avais du mal à y croire. Ils sont partis parce que ma mère allait se faire opérer, parce qu'elle avait un kyste aux ovaires, puis là, finalement, c'est ça, elle pourrait plus jamais avoir d'enfant. Puis ils avaient essayé. J'ai 8 ans et demi d'écart avec ma sœur. Ouais. Donc, ils avaient essayé, elle avait même fait une fausse couche, et finalement, il y a une tante qui dit « Va voir la voyante là-bas à Chicoutimi. » Alors, ils sont partis en tempête de neige à Chicoutimi, et apparemment, la voyante a dit à ma mère, vous allez avoir un autre enfant, puis elle éclatait en sanglots. Elle dit non, je pourrais pas, j'ai un rendez-vous là dans quelques semaines, je pourrais plus jamais. Elle dit, vous annulez votre rendez-vous, puis vous allez tomber enceinte. Ça faisait 8 ans qu'elle essayait quand même. Et finalement, elle a annulé son rendez-vous 3 mois après, elle est enceinte du petit Pierre. C'est pas beau ça quand même. Incroyable magnifique cette histoire. Ça a été un peu le bébé miracle à la maison. Allez, extrait suivant. On a des souvenirs sur cette chanson de La Boum. Alors, vous dites que la musique, ça vous a aidé, Garou, à vous ouvrir parce que plus jeune, vous étiez très timide et assez mal à l'aise quand vous dansiez avec les filles. On a du mal à le croire, ça. Non, je savais pas quoi dire à une fille, je savais pas quoi faire. C'est vraiment la guitare qui m'a aidé parce que j'avais aucune confiance en moi. J'étais le petit gros qu'on regardait avec dégoût. Dans ma tête. Dans votre tête, d'accord. D'accord. Et vous aviez déjà cette voix ou pas? Vous aviez pas tout à fait, ça s'est forgé par la suite. Ah ouais, c'est ça. Ça s'est forgé grâce à c'est pas vrai. Je chantais depuis tout petit parce que j'aimais la musique, mais jamais j'aurais osé. Mais la guitare, ça aide beaucoup, hein. Déjà, on se protège, on se met derrière. Pécho, et puis après, pour les filles, ça aide beaucoup la guitare. Complètement. Hein. C'est le truc qui motive tout le monde à se mettre à la guitare. Pas besoin de savoir jouer. Ensuite, se balader avec une guitare dans le dos. C'est pas juste une grosse corde, il y a 6 cordes. Là, quand même. Et alors, à 17 ans, Garou, vous faites vos premiers concerts et vous chantez en toute logique cette chanson. Yeah. Don't be afraid. You were made to go out and get her. Il paraît qu'à l'époque, vous aviez vraiment la voix de McCartney, enfin en tout cas que ça s'en approchait davantage. Je pouvais jouer en fait de Joe Cocker à Paul McCartney, puis après ça, McCartney est parti. Il est jamais revenu. Plus compliqué aujourd'hui. Et alors après ça, vous êtes engagé dans l'armée. Dans l'armée canadienne. De nos aïeux. Et vous étiez trompettiste de la fanfare? Ouais, on faisait du marching band, donc on faisait les parades en jouant et tout, mais on faisait aussi des soirées pour les militaires où on jouait avec le band. Et peut-être parce que je jouais mal de la trompette, mais en tout cas, il m'avait repéré puis il me faisait chanter parfois. Ouais. Et puis évidemment, alors à 19 ans, il y a une amie qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a changé votre vie. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie. Votre amie Isabelle qui vous a poussé un soir à monter sur scène, Garou, dans un bar. Et ce soir-là, vous avez fait un tabac? C'est ça? Ouais, mais c'était bizarre parce que justement, j'étais encore timide. Je jouais pour les potes autour des feux de camp. Puis elle avait tout organisé le truc et moi, je voulais pas y aller. Elle m'a vraiment convaincu d'y aller. Puis finalement, c'est un chansonnier qui me prête sa guitare sur scène et je suis tout seul, puis je me demande ce que je fous là. Et finalement, le public en redemande encore. Le patron vient me voir et il dit faut que tu fasses une soirée. J'ai dit non, je viens de jouer les 6 chansons que je connais, donc je peux pas faire une soirée et faire over and over. Et c'était un samedi. Il m'a appelé le mardi, il m'a dit j'ai annulé celui qui vient jeudi, vendredi, samedi, donc tu fais 3 soirs. J'ai dit, allez m'acheter du matos, savoir comment ça fonctionne, apprendre des chansons en touchant en 48 heures. Et vraiment, j'ai dit oui comme un con. Mais c'est grâce à ça, en fait, qu'aujourd'hui, je fais de la musique. Parce que sans cette soirée-là qui déclenche. Ouais, parce qu'avant, j'aimais la musique. J'avais eu un groupe aussi plus jeune avec des potes.
Mais je pensais pas que je pouvais faire un job quoi, avec ça. Et 4 ans plus tard seulement, vous serez embauché sur cette comédie musicale devenue culte. C'est un mot qu'on dirait. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va jamais marcher. Ça me dit un truc, mais... Notre-Dame de Paris, ce personnage de Quasimodo a un rôle qui ne vous a pas laissé indemne, physiquement, psychologiquement. J'ai vu plusieurs interviews où finalement vous racontez que ça a été très difficile. On peut plus. Déjà physiquement parce que vous jouiez cassé Bossu, en deux, ouais. bossu. Ça c'est vrai que c'est... Ben, c'est vrai que j'ai mis le rôle sur une douleur, donc mon genou qui avait des problèmes. Donc j'ai tout mis mon poids dessus pour avoir mal chaque soir parce que pour moi c'était complètement normal que j'aille chercher une douleur physique et une douleur émotionnelle pour m'imprégner de ce personnage qui est que de la douleur, quoi. Mais même pour chanter, c'était pas confortable. Parce qu'on dit que pour chanter, ça vient du ventre, faut être debout, faut être vertical. Vous êtes le seul de toute la comédie musicale à être presque plié en deux. La première semaine, 10 jours de répétition, je fais la position, mais je me plie carrément en deux. Parce qu'Hélène Ségara n'est pas hyper grande, donc je me pliais en deux pour être en dessous d'elle, quoi, pour la regarder d'en bas, tu sais. Puis finalement, quand on n'avait pas les micros au début, on faisait juste que mettre la musique qu'on avait enregistrée. Et quand ils sont arrivés avec le micro, je me disais, non, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'arrive plus à chanter. Mon diaphragme est cassé en deux. Donc, j'ai réappris à chanter avec un demi-diaphragme. Waouh. C'est fou. Et même crier. Est-ce que par la suite, après Notre-Dame, vous avez continué à chanter comme ça par J'ai déplié tout doucement. Il a fallu se redresser. Vous êtes redressé, puis en 2000, vous avez sorti votre premier album qui a fait un carton, notamment avec ce tube. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie. Et 25 ans après Seul, eh bien, vous sortez votre 12e album, ça s'appelle Un meilleur lendemain, un album qui marque un renouveau dans votre carrière. On va en parler dans un instant sur Europe 1.